Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'UFR 3S, l'UFR des sciences de santé et du sport. Je suis Vincent Sobonski, professeur de médecine interne et directeur du programme des 150 ans. Merci d'être venus nombreux ce soir et d'avoir cédé à la tentation de votre curiosité et de ne pas avoir cédé à la tentation du long week-end prolongé. Donc, merci pour votre présence, d'être venu avant, pour certains et certaines d'entre vous, aux animations qui ont été proposées au département de pharmacie, avec les conférences du docteur Hélène Lehmann, l'animation de monsieur Alexandre Fruleux. Merci à eux d'avoir assuré ces ateliers, ces conférences. Nous sommes réunis ici ce soir pour la Nuit européenne des musées. Elle s'intègre dans l'anniversaire des 150 ans de la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Lille, comme vous le savez, créée en 1875. Pour cela, nous avons organisé une cinquantaine d'événements qui ont débuté le 12 novembre 2025 et qui se termineront au 9 septembre 2026. Évidemment, vu l'engouement suscité, on poursuivra certainement avec quelques actions après cette clôture. Donc l'UFR des sciences de santé et du sport, comme vous le savez peut-être, correspond à la fusion en 2021 de 5 facultés, la faculté de médecine et de pharmacie dont on célèbre l'anniversaire en ce moment, la faculté d'odontologie, la faculté d'ingénierie et de management de la santé, autrement appelée ILIS, et la faculté des sciences, sport et de l'éducation physique. Et donc ces 5 facultés réunies constituent aujourd'hui l'UFR 3S. Donc vous aurez l'occasion de le voir sur notre site internet, euh, au travers des animations qui ont été proposées. On voit que notre histoire est une histoire dont on doit être fier pour notre ville, pour notre région, une histoire qui a été mouvementée. Il y a eu des bouleversements scientifiques, structurels, puisque certaines de nos facultés sont originaires des premières facultés, d'autres ont été créées au fil de l'histoire. Et aujourd'hui, nous sommes réunis dans cette faculté qui comprend donc 23 000 étudiants et environ 1200 personnels. Donc j'ai le plaisir d'introduire la conférence spéciale ce soir, assurée par nos confrères anatomistes qui sont beaucoup plus chics que moi, le professeur Antoine Drizenko et le docteur Mathias Herteler, que je remercie très chaleureusement d'avoir accepté cette proposition. D'ailleurs, c'est eux qui ont fait la proposition de la conférence, mais en tout cas de l'avoir inscrit dans la Nuit européenne des musées. Merci à toute l'équipe d'avoir pu obtenir ce label très prestigieux. Cette conférence sera suivie d'animations au sein de la faculté. Vous aurez un parcours de déambulation libre ou accompagné, comme vous le souhaitez. Vous pourrez également visiter le conservatoire d'anatomie initié et tenu par le professeur Andrzej Zezenko, ici présent. Évidemment, je remercie toute l'équipe qui a rendu ça possible. Une mention spéciale à Julien Thévenet qui a récolté les nombreux objets qui sont présentés, les nombreux objets d'histoire, de patrimoine. Merci également à Sophie Braun du service patrimoine de l'université pour son accompagnement. Et voilà, merci évidemment à toute l'équipe des 150 ans, à son comité de pilotage, Aurélie Zart qui est ici, qui nous accompagne sur l'ensemble des événements et qui ne compte pas de son temps pour tout organiser. Voilà, je vous souhaite une belle conférence et encore merci au professeur Antoine Dedenko et au docteur Mathias Hertel. Bonsoir, mesdames et messieurs. Est-ce que vous m'entendez bien, y compris dans le fond? Magnifique. Je remercie les organisateurs d'avoir offert la possibilité donc de vous parler ce soir de 2 médecins du nord de Paris du XVIe siècle. Je commence par vous parler d'un personnage qui, bien qu'ayant laissé des livres, une trace dans l'histoire, n'a jusqu'à présent pas ou peu été étudié. Et c'est une tâche à laquelle je me suis attelé. Nous allons donc parler de Jean Dubois, dit Silvius, dont on ne connaît pas la date de naissance. Je l'évalue à 1525, puisque son
mémoire qui lui servait de thèse à Louvain a été soutenue en 1557. Je pense qu'on est à peu près dans les délais raisonnables d'une date de naissance. Alors, comment j'ai découvert ce médecin? Par le dictionnaire historique de la médecine de Éloi, 4 tomes, c'est le tome second. Et bien sûr, j'étais allé consulter l'article assez long sur 3 pages qui portait sur Jacques Sylvius. C'est Mathias Herteler qui vous en parlera immédiatement après moi. Et en revanche, c'est là que je découvre Jean Dubois. Et ce que je vous propose, puisque c'est pratiquement la seule source condensée que l'on ait sur Jean Dubois, de parcourir rapidement ces quelques lignes pour fixer un peu le personnage. Donc Jean Dubois naquit à Lille en Flandre. Il commence sa carrière par les belles lettres. Ce n'est pas rare à l'époque. Pour connaître la médecine, il faut être capable de lire non seulement le latin, mais aussi le grec pour la médecine grecque. Et donc, c'est le parcours obligé de tous les médecins, en tout cas, qui ont un avenir universitaire. Il paraît avoir étudié la médecine à Louvain, nous dit Éloi, et on en a la preuve puisqu'il a soutenu oralement un mémoire dont je vous reparlerai dans un instant. Et c'est en 1557 donc qu'il déclame en quelque sorte un discours sur la maladie vénérienne. Vous savez que depuis les guerres entre Charles Quint et François Ier dans le nord de l'Italie, ce fléau qui était la vérole s'est abattu sur les troupes et de là a diffusé. Et donc, c'était un sujet encore cruel et d'actualité que de parler de cette maladie. Alors, Jean Dubois exerce son art à Valenciennes et il l'exerce comme principal du Collège Saint-Jean. Alors, je n'ai pas de photo à vous montrer parce que ni pour les bâtiments d'origine de Douai, dont je vous parlerai dans un instant, ni pour Valenciennes, malheureusement, on n'a rien de montrable concernant les bâtiments d'époque. Les plus anciens remontent au début du XVIIe siècle. Donc, principal du Collège Saint-Jean, où il enseigne la littérature, c'est-à-dire le latin, on y reviendra dans un instant. Il exerce parallèlement la médecine et il est appelé à la chaire de médecine, à la création de l'université par Philippe II d'Espagne, en 1562, à la création de l'université de Douai. Éloi nous dit qu'il y enseigna pendant 13 ans et demi jusqu'à sa mort survenue le 5 avril 1576. Vous remarquez qu'il ne nous dit rien de sa date de naissance, donc il y a encore des travaux à faire. Et dans le cours de mon exposé, qui sera bref, rassurez-vous, je donnerai quelques pistes. Donc, suit l'intitulé d'un certain nombre de ses ouvrages. Comme on va y revenir, je ne fais que les classifier rapidement. Un traité sur les maladies des articulations en 4 parties, 1557, réédité en 1565. Un discours dont l'exemplaire imprimé, le seul que j'ai pu localiser dans la réserve de la bibliothèque municipale de Douai. Je ne vous en parlerai pas aujourd'hui. Grâce à l'amabilité du conservateur, j'en ai eu communication et en retour, je lui ai envoyé la traduction française de ce discours à propos cet éloge en encomium, à propos de la naissance de l'Académie de Douai et à propos de ses professeurs. Donc, acte de naissance 1562 et inauguration en quelque sorte 1563 avec cette plaquette. Les tables des simples médecines, des produits pharmaceutiques parus à Anvers en 1568, jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à en localiser d'exemplaires subsistants. Aucune collection publique ne semble avoir ce livre, donc si par chance dans votre famille vous trouvez ce livre, je serais très content d'en avoir copie. Ensuite, un traité sur
la préservation des maladies les plus fréquentes et les remèdes à y apporter, 1572. Et puis un traité très curieux et très intéressant, sur lequel je ne m'attarderai malheureusement pas ce soir, euh, qui est un régime de santé, c'est-à-dire des conseils diététiques au sens large, c'est-à-dire de comportement, d'alimentation, pour ceux qui s'adonnent aux études, que ce soit les étudiants comme les enseignants, qui évidemment ne sont pas des assidus, nous dit le titre, des exercices corporels. Donc, c'est un ouvrage qui est encore d'actualité. Et c'est tout ce que nous dit Éloi. Donc, je vous parlerai encore d'autres ouvrages de Jean Sylvius. Donc, voici les pages de titre. J'ai eu la chance au fil des ans de pouvoir assembler une petite collection. Donc, sur l'image de gauche, c'est l'édition de 1565 du traité des maladies articulaires. Et on y remarque que le discours inaugural proclamé à Louvain en 1557 ou 1558, ici la date est 1558, 1557 dans d'autres sources, et joint à la fin de cet ouvrage. Ce qui est pratique, ce qui permet aussi de prendre connaissance de ce discours. Au milieu, donc, la préservation des maladies et de leur traitement facile à trouver. Et à droite, l'ouvrage sur le régime de vie pour les étudiants et ceux qui ne font pas beaucoup d'exercice. Alors, à ces ouvrages que je n'analyserai pas, et qui sont connus et cités par les sources bibliographiques qui ont toutes copié le dictionnaire des lois en l'enrichissant finalement très peu, je joins ceci. Sylvius, à un moment donc, est supérieur du Collège Saint-Jean à Valenciennes, et il écrit pour ses étudiants, à l'imitation d'Érasme, des entretiens familiers, des colloques, pourrait-on dire, dans le terme ancien. Il s'agit d'apprendre aux jeunes cerveaux la phraséologie latine, c'est-à-dire les tournures de phrases les plus courantes pour pouvoir s'exprimer. Et c'est donc la période que je considère comme étant de clivage entre une activité principalement littéraire au Collège Saint-Jean et une activité de médecine à la nouvelle université de Douai qui prendra son essor progressivement. Je signale qu'à la création, à l'ouverture de l'université, temps béni, il n'y avait que 5 professeurs, dont Jean Sylvius. Alors, je ne vais pas abuser de votre patience, mais pour ne pas rester dans les généralités, je vous montre les 3 petites pages de texte que j'ai la prétention de vous traduire. Alors, rassurez-vous, je vous donne le texte français et le texte latin pour que vous preniez un petit peu goût à la saveur de ce que pouvait être l'enseignement au Collège Saint-Jean à Douai. Donc, le recueil lui-même s'organise au fil d'une journée. Ça commence le matin au réveil et puis tous les actes accomplis par les étudiants. Et là, c'est le chapitre qui est consacré à l'entrée, non pas au gymnase, mais plutôt au gymnasium. Maintenant, le mot gymnase prête à confusion, hein, c'est-à-dire au collège d'enseignement de l'époque. Alors, les personnages, ce sont des dialogues. Les personnages, c'est le maître d'école. C'est un certain Sylvius, et c'est pour ça que j'ai choisi ce chapitre-là, parce que je pense qu'il n'est pas exempt d'éléments autobiographiques. Or, on n'a aucune biographie, aucune autre source pour alimenter la vie de Jean Dubois, dit Sylvius. Donc, c'est précieux, et je pense qu'il y a au moins des allusions à cela. Donc, on va le lire ensemble, ça va être relativement rapide. Le maître d'école. Où as-tu fait, mon fils, ton premier noviciat d'études? Sylvius, à Lille. Le maître d'école. Sous quel maître as-tu travaillé? Sylvius, sous Rubetius, qui était à l'époque l'enseignant, lui aussi à Lille et à Valenciennes. Le maître d'école. J'entends dire que c'est un homme savant et pieux, d'où je conjecture aisément que, avec les lettres, tu as aussi abondamment puisé la piété. Que t'a-t-il donc enseigné? De quelle grammaire t'a-t-il fait la leçon?
quels orateurs t'a-t-il expliqué? Silvius: aucun des plus élevés encore, car il savait que de telles choses ne convenaient pas à la portée de nos esprits encore tendres. Je n'ai fait que poser les premiers fondements, excellent maître d'école. Il nous faisait donc à la première heure du jour la leçon des rudiments de Donat. Alors, Donat, c'est le rédacteur à la fin de la période romaine de l'Antiquité et au début du Moyen Âge, enfin, à la fin de l'Antiquité, de deux grammaires, dont une grammaire latine pour les débutants et qui restait en usage extrêmement longtemps, jusqu'à l'Ancien Régime y compris. Vers midi, certains extraits de Cicéron et de Quintilien dont il augurait que notre intelligence était capable, et je rajoute, de les comprendre. Quant aux heures de l'après-midi, le symbole des apôtres, traduisez le credo, les sacrements, les 7 péchés capitaux et certaines autres choses qu'il ne sied pas aux chrétiens d'ignorer. Le tout composé en une prose liée d'après Érasme. Donc c'est intéressant d'avoir cette référence à Érasme que revendique ici l'auteur, Jean Silvius, Jean Dubois. On est dans une période où Érasme n'est pas encore tiré d'affaire, parce qu'il n'a jamais été inquiété sur la légitimité de ses écrits par l'Église catholique de son vivant, meurt de mémoire en 1540. En revanche, les choses se sont gâtées après son décès et il y a eu des mises à l'index de ses ouvrages. Néanmoins, étant donné leur excellente qualité du point de vue littéraire, ils ont continué à circuler et à servir de modèle. Et il a écrit notamment une série de colloques, dont certains aussi pour les enfants, pour apprendre les tournures de phrases du latin, et c'est ce qui a inspiré Silvius. Jusqu'où as-tu entendu les rudiments de Donat, dit le maître d'école? Eh bien, jusqu'aux formations des participes, pas mal. En français, on a un participe présent, un participe passé. En grec, on a un participe futur. C'est quand même mieux. Hein. Silvius, donc le maître d'école, combien de temps as-tu été son élève, Silvius? Alors la réponse n'est pas univoque puisqu'il s'agit d'apprendre du vocabulaire aux enfants. Donc on leur dit comment dire un trimestre, comment dire un semestre, comment dire un an, 2 ans, etc. Vous voyez le souci donc de la pédagogie. Maître d'école, depuis combien de temps as-tu commencé à étudier, Silvius? Depuis 1 an et demi, depuis 2 ans, etc. Le maître d'école, mais quel est ton nom afin que je l'inscrive aussi dans le registre? Silvius, maître d'école vénéré. Je fais une petite incise pour dire qu'il s'appelait Dubois. Silois en latin, c'est la forêt, et on affectait, quand on entrait dans la République des lettres, de latiniser son nom. Donc on a un certain nombre de gens de lettres et de médecins qui portent le nom de Silvius. En fait, ils s'appellent tous de Le Boé ou Dubois, de leur nom réel en jargon local. Donc, quel est ton nom afin que je l'inscrive aussi dans le registre? Silvius, maître d'école vénéré. Maître d'école, tu as répondu avec élégance. De quel pays es-tu? Silvius, Lillois, bien que je sois originaire de Saint-Omer. Donc tout ça méritera d'être vérifié. Peut-être qu'on a quelque part les registres de baptême de Jean Silvius du côté de Saint-Omer. Et il faudra vérifier. Maître d'école, tu n'as pas mal posé tes commencements. Ton travail a été bien engagé. Il reste à couronner heureusement ses bons débuts. Le commencement est bon, fait que le développement soit meilleur et le dénouement excellent. Vous voyez, c'est un programme pédagogique clé en main. Tout y est. À présent, joins-toi à la troupe de tes compagnons d'études, mais fais en sorte de toujours t'offrir comme imitateur des meilleurs. Donc, à l'époque, on n'hésitait pas à faire de l'émulation, ce qui maintenant, vous le savez, est totalement banni à l'université. Il ne faut surtout pas se comparer aux autres et surtout pas envier les meilleurs d'entre nous. Silvius, ce sera fait, très humain maître. Christophe, salut mon cher Silvius. Silvius, salut à toi aussi, très doux Christophe. Christophe, je te félicite de ton arrivée dans notre communauté. Silvius et moi aussi, je me réjouis qu'il me soit permis de vivre avec un camarade si cher. Visiblement, ils se connaissaient avant. Christophe, assurément, Silvius.
On a fort bien pourvu à tes intérêts en t'envoyant ici, pourvu que tu sois, tel que je t'ai toujours connu, avide, de bonne discipline. Car ici, tu ne seras pas exercé dans un seul genre d'art, mais outre le langage latin, vers lequel toutefois, comme vers un but, se dirigent toutes nos études, tu apprendras aussi la musique, laquelle, comme dit Quintilien au premier livre de l'institution oratoire, fut jadis unie à la grammaire. J'interromps un instant pour donner un éclaircissement. En fait, c'est pas à l'ensemble de la grammaire, parce qu'on ne comprend pas très bien ce que ça vient faire avec la musique, mais dans la grammaire, il y a la prosodie, c'est-à-dire l'art de scander les vers et même la prose, en attribuant à chaque syllabe une valeur longue ou une valeur brève, autrement dit, une rythmique. Et cette rythmique, elle correspond exactement au rythme de la musique. Ils ont gardé, jusqu'à l'époque actuelle, les appellations, ces rythmes. Par exemple, si vous fléchissez le doigt, faites-le en même temps que moi, ça vous occupera un peu. La première phalange est longue et les 2 suivantes brèves, ce qui va faire comme rythme. Ça s'appelle un dactyle, du mot grec, du doigt. Donc ça explique la correspondance entre une partie de la grammaire qui concerne la prosodie et l'analyse, métrique du langage et la musique. Et Quintilien enseigne au même endroit combien les hommes illustres, fameux pour leur sagesse, se sont appliqués à leur étude. Là encore, il exalte merveilleusement l'art de jouer de la flûte, que toi aussi tu apprendras ici. Silvius, je ne savais certes pas que la musique eût jadis joui d'une si grande vénération. Assurément, après un tel éloge, je me porterai avec zèle plus ardent vers la musique que vers les instruments de musique, tant vers la musique que vers les instruments de musique. Christophe et moi, pour commencer, je ne te refuserai pas mon aide, puisque le commencement de cette discipline, comme de toutes les belles choses, est difficile. Et je ne manquerai pas de mériter ce bienfait de ta part. Donc c'était pour une mise en bouche et pour essayer, pas seulement de dire des généralités, mais de vous faire entrer dans le texte, la production de l'époque, et puis peut-être aussi dans ce qui se passait dans les relations entre maître et élève au niveau scolaire, les sujets qui étaient abordés, la manière de les concevoir. Je vous remercie de votre attention. S'il y a des questions, on les regroupera à la fin si vous en êtes d'accord. Alors, mesdames, messieurs, tout d'abord, bonsoir. Je suis ravi d'être, présent comme vous aujourd'hui, sous cette chaleur, écrasante. On est quand même un peu plus à l'abri ici et vous m'envoyez absolument ravi, étant donné que dans le métro, en venant en costume, je jalousais un tout petit peu ceux qui étaient en short t-shirt. Donc, bonsoir et bienvenue. Nous aurons le plaisir tout à l'heure, de continuer un peu cette soirée. Mais, avant tout cela, j'aimerais vous parler aujourd'hui, d'un homme qui occupe une place singulière finalement dans l'histoire de la médecine de la Renaissance. C'est Jacques Dubois, dit Sylvius, qui, a la particularité d'avoir contribué à la formation de son élève le plus connu, André Vézal. Alors le nom de Vézal vous est sans doute, familier. C'est le père de l'anatomie moderne, mais on va voir que Sylvius a grandement contribué à sa formation et c'est ce que je vais essayer de vous exposer, ici. Alors l'histoire que je vais raconter, c'est celle d'un homme, immense, il n'y a pas d'autre terme, d'un humaniste exigeant, d'un anatomiste et d'un homme qui malheureusement à un moment décisif n'est pas parvenu finalement à franchir le pas de la porte qu'il avait ouverte. Et Sylvius, finalement, à travers son parcours, eh bien, on voit apparaître plusieurs aspects essentiels de la médecine de la Renaissance. Le premier de ces aspects, c'est le retour aux textes anciens, et en particulier ceux des auteurs grecs et latins, la redécouverte de l'anatomie, avec notamment un retour de la pratique de la dissection, on y reviendra un tout petit peu, mais aussi des querelles et parmi les querelles, les plus connues, eh bien, il y a celle avec son élève André Vézal. On commence à voir finalement ce que les livres disent à propos de cet homme. Finalement,
quand on regarde son parcours, il y a une question simple mais redoutable. Que faut-il croire? Est-ce qu'il faut croire les livres que l'on lit ou est-ce qu'il faut finalement croire ce que le corps enseigne? Et on aura l'occasion d'y revenir là aussi au cours de la soirée. Jacques Dubois naît à Amiens en 1478 et la première particularité, c'est que c'est une ville féconde en grands esprits. Il émerge là un environnement intellectuel extrêmement favorable. Il fait partie d'une famille de 15 enfants et c'est son frère, François Silvius, qui finalement va lui apporter beaucoup de son aide parce qu'il est professeur d'éloquence à Paris et c'est donc par son biais que Jacques Dubois dit Silvius arrive donc à Paris. Mais sa particularité, c'est qu'il évolue dans une culture humaniste de la Renaissance et que sa première partie de vie n'est pas tant consacrée à l'anatomie, mais plutôt à ce que faisaient tous les humanistes à l'époque, c'est-à-dire finalement revenir aux langues et en particulier le latin. Il va, avant d'être médecin, s'intéresser au latin, au grec et même à l'hébreu et il apprend à lire les textes à la source et ça, c'est un élément fondamental parce qu'une grande partie des textes qui arrivent à cette époque-là, à la Renaissance, sont des textes qui ont été traduits du grec vers l'arabe, traduits de l'arabe vers le latin et on a, au fil des traductions, eh bien, une évolution des notions, des adaptations par les différents auteurs, ce qui est bien qu'une partie des textes que l'on retrouve à ce moment-là, eh bien, sont quelque peu, non pas falsifiés, mais rédigés d'une façon quelque peu différente. Et c'est donc une des grandes caractéristiques de la Renaissance que de repartir finalement aux textes originaux, aux sources primaires. Il est intéressant de noter que Jacques Dubois, donc Jacques Silvius, est aussi un rédacteur de l'une des toutes premières grammaires de la langue française et c'est d'ailleurs une de ses toutes premières publications en 1531. Et ce point est important, ça n'est pas un hasard. Eh bien, il est important de comprendre que Jacques Dubois, finalement, en structurant le langage, structure sa pensée. Et la médecine ne peut bien évidemment pas être séparée de la langue. Et vous savez tous ici présents que les médecins ont leur jargon et que chaque terme correspond à une réalité, celle du corps. Lire donc correctement les textes anciens, et en particulier Hippocrate et Galien, c'est déjà commencer à soigner autrement. Et cette conviction qui peut nous sembler étrange aujourd'hui, eh bien, elle est au cœur de ce qu'on appelle l'humanisme médical. L'humanisme médical, c'est l'idée que donc la science, la médecine doit revenir aux textes primaires les plus purs. Et au XVIe siècle, eh bien, beaucoup de médecins considèrent que ces éléments ont évolué au cours du temps, ont été traduits, et vous avez ici, par exemple, une adaptation latine d'un médecin arabe, Mésué. Ici, vous avez l'image. Ce qui est important aussi de dire, c'est que Silvius ne rejette pas complètement ses sources, il les connaît, il les utilise et reconnaît aussi leur importance dans la transmission du savoir. Mais son idéal est ailleurs, il faut revenir aux sources initiales que sont Hippocrate et Galien. Et il va donc passer une partie de sa carrière à commenter ces deux auteurs. Commenter ces deux auteurs, mais revenir surtout aux textes initiaux, les retraduire avec le langage qu'il a acquis, la qualité de son art oratoire, mais aussi la qualité de ses traductions étant reconnue. En effet, Silvius veut rendre Galien plus lisible, plus exact, plus utile. Il va organiser ses textes, proposer des méthodes de lecture et il va indiquer finalement dans quel ordre aborder à la fois les textes d'Hippocrate, mais aussi de Galien. Et sa médecine est donc celle d'une médecine ordonnée, d'une médecine structurée. Néanmoins, et c'est là un élément important, il ne faut pas le voir uniquement comme un rat de bibliothèque ou un homme de bibliothèque, si vous préférez l'analogie humaine. En effet, il est avant tout un professeur reconnu et ses élèves vont venir de presque toutes les contrées d'Europe, d'Allemagne, d'Angleterre, d'Italie, d'Espagne et des Pays-Bas.
Et son école devient célèbre par l'affluence de ses auditeurs, mais aussi par la réputation de son enseignement. Pourquoi? Parce qu'il enseigne tout simplement avec méthode. Ainsi, la première partie de son enseignement passe par l'anatomie, la physiologie, la diététique, alors que la deuxième partie va, elle, s'intéresser davantage aux maladies, à leurs symptômes, à leurs traitements. Et c'est pendant des siècles son œuvre qui va constituer l'ossature de la médecine savante européenne. Peut-être que les médecins ou les étudiants en médecine de la salle auront compris que finalement, c'est toujours un tout petit peu ce qu'on fait aujourd'hui. En premier cycle, les bases fondamentales. En deuxième cycle, eh bien, c'est la pathologie qui va nous intéresser avec les traitements que l'on va mettre en œuvre pour ces éléments. Il veut aussi que la médecine soit concrète et c'est là un point important. À nouveau, en effet, il défend les anciens, mais c'est absolument pas un adversaire, pardon, de l'observation. En effet, il va proposer, des dissections à ses étudiants, il fréquente les chirurgiens, il va aussi fréquenter les apothicaires, les herboristes pour, s'intéresser aux plantes, aux médicaments, aux préparations. Et c'est donc ici son rôle d'immense passeur de savoir que l'on retrouve. Alors, évidemment, en tant qu'anatomiste, eh bien, c'est la part d'anatomie que je vais dorénavant aborder, parce que l'un des grands mérites de Sylvius est d'avoir compris que l'anatomie est une des bases fondamentales de la pratique de toute médecine. Et il constate au XVIe siècle que cette discipline est relarguée en second plan, qu'elle est abandonnée par les médecins de façon générale. Or, quand on connaît imparfaitement le corps humain, eh bien, il faut se contenter d'un savoir livresque, mais pas toujours adapté. Finalement, cette porte d'entrée dans l'art médical, elle permet de s'intéresser à deux questions. Un, comment comprendre les maladies si on ne connaît pas le corps? Et deux, comment soigner si on ignore la disposition des organes, des muscles, des nerfs, des artères? Et là aussi, on aura l'occasion au cours de la soirée d'en reparler. Quand on lit attentivement les livres anatomiques de Galien, on voit bien qu'il ne s'en tient pas à la lecture, il observe les cadavres d'animaux, les corps humains lorsqu'il le peut, il va lui-même disséquer, et tout cela montre finalement qu'il aborde l'observation comme quelque chose de décisif dans la transmission de son savoir. Son activité ne se limite pas à l'anatomie, et c'est là aussi un point fondamental, parce qu'on voit bien qu'il s'intéresse à toutes les disciplines de l'art médical et notamment à la connaissance des médicaments, des préparations et des substances thérapeutiques, parmi lesquelles les simples, c'est-à-dire les substances végétales, minérales ou animales qui sont utilisées directement comme remède, c'est-à-dire sans préparation. Il ne se contente pas de répéter les recettes anciennes, il veut vérifier, ordonner, transmettre. Il a d'ailleurs un jardin pardon, au faubourg Saint-Marcel à Paris, où il emmène ses étudiants voir les plantes, voir leurs évolutions. Tout ça dans l'objectif toujours de montrer à ses étudiants, à ses apprenants, que finalement, ces éléments, ces plantes, eh bien, peuvent donner des remèdes, mais il leur apprend tout de A à Z, et c'est là un point qu'il faut évidemment souligner. Ce qu'on voit donc, c'est qu'il construit à travers ces différents enseignements, qu'il construit un véritable savoir en utilisant texte, en utilisant dissection, médicaments, observation, et il donne même à disposition sa bibliothèque personnelle. Alors évidemment, je dresse ici un portrait élogieux, mais Sylvius n'est pas seulement un savant admirable, c'est aussi un personnage rugueux, parfois difficile, et sa réputation personnelle est ambivalente. Ses contemporains et ses biographes soulignent tous son immense savoir, et je pense que ici vous serez d'accord avec cela. On lui reconnaît aussi une grande rigueur morale. Il les décrit comme pieux, comme chastes, qu'il combat les charlatans, qu'il se méfie des faux médecins, refuse les impostures, mais on lui reproche aussi sa dureté, son caractère difficile et son avarice. Et oui, en effet, la tradition raconte qu'il faisait payer ses auditeurs qui venaient donc assister à ses cours, même les plus modestes d'entre eux,
et qu'il supportait mal les retards de paiement. Heureusement, vous voyez que près de 500 ans plus tard, les choses ont bien évolué. Alors évidemment, il convient d'être prudent avec les portraits, et notamment les moins élogieux, parce que les anecdotes hostiles simplifient souvent les personnages, mais elles en disent long aussi sur l'image laissée par Silvius, un homme respecté, peu aimable, mais admiré, redouté, savant et sévère. Un portrait donc contrasté. Pardon. Eh bien, c'est là un élément clé aussi pour comprendre sa querelle avec son élève, avec Vézal. Vézal fut l'un des anatomistes les plus prolifiques, on va dire, des 2 derniers millénaires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va publier en 1543 un ouvrage qui est le De Humani Corporis Fabrica, en 7 livres. Euh, Habituellement, on parle de la Fabrica de Vézal, et c'est l'un des livres les plus importants, si ce n'est le plus important dans l'histoire de l'anatomie. C'est un ouvrage qui est magnifique, qui est monumental, qui est illustré, et c'est extrêmement rare à l'époque, construit autour de la dissection du corps humain. Là aussi, un élément capital pour comprendre l'évolution que subit l'anatomie à cette époque. Vézal ose dire que Galien s'est trompé. Alors, pour recontextualiser, il y a là près de 1500 ans de traditions qui sont remises en question par la publication d'un ouvrage. On a du mal aujourd'hui à imaginer ce genre de choses, mais c'est plus d'un millénaire de connaissances qui sont remises en question par la publication de cet ouvrage basé sur la dissection. Alors, pour nous, cela paraît évident d'observer, quand on documente des observations, quand on objective des différences par rapport à un collègue ou une collègue, eh bien, il est normal de faire part de ces observations. Pour Silvius, cela est parfaitement inacceptable. Eh bien, pourquoi? Parce que c'est là un changement de paradigme, et dans son monde intellectuel, Galien n'est pas simplement un auteur qu'on peut amender au fil des dissections. En effet, quand Silvius constate une discordance entre ce que lui-même observe à les dissections et ce que Galien rapporte dans ses écrits, eh bien, plutôt que de corriger Galien, il va trouver des explications en disant que l'observation est incomplète, en disant que les corps ont subi des variations, en disant parfois que la nature humaine s'est modifiée ou que l'interprétation est mauvaise. Mais il ne remet jamais en cause les écrits de Galien. Et c'est là un point de rupture majeur avec son élève. Vézal, lui, franchit le seuil. Il ne dit pas seulement « regardons mieux pour comprendre Galien », il dit « regardons le corps humain, et si Galien se trompe, corrigeons Galien ». Le paradoxe, c'est que Silvius, finalement, a réussi à former le monde qui le dépasse. Et c'est en ça qu'il est un personnage clé de l'anatomie, un personnage clé aussi de la Renaissance au XVIe siècle. Il donne une place plus importante à l'anatomie, il attire les étudiants, il valorise les démonstrations, il prépare finalement le terreau fertile à l'émergence de la Fabrica de Vézal. Mais malheureusement, quand cette exigence se retourne contre Galien, eh bien, il ne supporte pas. Alors, je vous montre ici une diapositive avec la Fabrica de Vézal en couleur. Il faut savoir que c'est la page de titre qui a servi d'exemplaire de présentation à l'empereur Charles Quint à l'époque, donc on est bien en 1543. Alors, Silvius est tellement révolté qu'il va publier un pamphlet contre Vézal en 1551, et son titre latin est volontairement extrêmement agressif. C'est un jeu de mots cruel. Veizani, ici, ça signifie non pas Vézal, mais l'insensé, le fou, celui qui va calomnier Hippocrate et Galien. Et le ton est violent. Silvius ne voit pas en Vézal un réformateur légitime, mais un homme qui attaque injustement les fondements en fait du raisonnement clinique de la médecine ancienne. Et c'est sans doute ça qui a le plus nui à sa réputation et qui fait qu'on garde aussi une image parfois négative de ce personnage contrasté. Rappelons cependant que Silvius n'est pas ennemi de l'anatomie. Là aussi, il a permis, par ses enseignements, de construire ces éléments
de participer à cette révolution anatomique, parce qu'on peut bien parler de révolution ici. Alors, sa postérité ne s'arrête pas non plus à sa querelle avec Vézal, et ses œuvres vont être continuées d'enseigner, lues, réunies, éditées. Et vous avez là René Moreau qui, en 1630, publie une édition collective des œuvres de Jacques Silvius. Un dernier paradoxe mérite d'être souligné. Comme je vous l'ai dit, Silvius est un homme du latin savant, défenseur des langues anciennes, et il a aussi contribué indirectement à une diffusion plus large des savoirs médicaux. Et certaines de ses œuvres furent traduites en français après sa mort, parce que le français n'est pas la langue médicale à l'époque. Et là encore, bien, Silvius se situe entre deux mondes. D'un côté, le monde savant, latin, européen, universitaire. De l'autre, eh bien, c'est la montée progressive des langues vernaculaires, parmi lesquelles le français, comme langue de transmission du savoir. Et je vous rappelle que c'est d'autant plus intéressant que Silvius lui-même avait écrit une grammaire française en 1531. Alors, que nous faut-il retenir finalement de Jacques Dubois, dit Silvius? Bien, la première, c'est que c'est une figure majeure de la médecine française du XVIe siècle. Il est médecin, professeur humaniste, commente Hippocrate et Galien. Il est anatomiste, mais aussi grammairien, connaisseur des langues. Il s'intéresse aux plantes, aux médicaments, à la pratique médicale. Bref, ce fut un professeur exceptionnel. Son enseignement a été reconnu dans l'ensemble de l'Europe. Ses élèves en témoignent. Ils se font eux-mêmes, se revendiquent élèves de Silvius. Il a contribué à sa façon au renouveau de l'anatomie en formant André Vézal, en montrant aussi qu'il faut donner une place réelle à l'observation et donc à la pratique de la dissection, à la démonstration. Et puis, il est aussi, par sa connaissance des langues, un des auteurs qui va participer à l'élaboration d'une véritable nomenclature telle qu'elle se retrouvera dans l'ouvrage de Vézal. Il faut enfin retenir ses limites. Certes, c'est un professeur exceptionnel, mais il n'a pas accepté que Vézal corrige Galien, à son grand dam, malheureusement, et c'est pourquoi il figure comme figure de transition dans les ouvrages. Sa destinée tient finalement dans ce paradoxe. Silvius a ouvert cette porte sans jamais pouvoir la franchir, tel que je l'avais dit en introduction, et c'est pour ça qu'il demeure si intéressant. Non comme un simple vaincu de l'histoire, non comme un obstacle caricatural à la modernité, mais comme un homme placé au centre de tension entre deux âges de la médecine, l'âge des autorités anciennes, l'âge du corps observé. Je vous remercie de votre attention et pour ceux qui auront la chance de visiter le conservatoire, je vous invite à poursuivre la discussion tout à l'heure au conservatoire à propos de Jacques Dubois dit Silvius. Je vous remercie de votre attention.